Quand on parle de digital chez Renault, on a déjà trois audiences, trois types de clients. Évidemment, le client final, donc la stratégie digitale B2C, nos partenaires, toute la partie B2B, notamment d'un point de vue collaboratif. Et puis troisièmement, et j'aurais dû commencer par ça, par l'interne, donc tout le digital B2E, et notamment tout ce qu'on appelle intranet 2.0 et autres, qui devient extrêmement important, et notamment pour un groupe comme Renault, qui est maintenant un groupe mondial avec 120 000 collaborateurs à travers le monde. En termes, je dirais, de composants d'une stratégie digitale, parce que l'inconvénient digital, c'est que ça recouvre pas mal de domaines, ça peut être aussi un peu tarte à la crème. Il y a plusieurs éléments. Si je prends la stratégie digitale B2C, ça commence évidemment par la partie amont du parcours client, et donc tout ce qui tourne autour des points de contact avec le client. Et c'est là où le marché et l'usage s'est totalement transformé, voire révolutionné avec le digital depuis quelques années. Puisqu'on est passé d'une situation où on avait un paysage médiatique assez simple, et avec des points de contact avec le client assez bien cadrés, si je puis dire, à un monde totalement multiscreen, où le client, le prospect, va naviguer du online au offline, et avec des mouvements de va-et-vient incessants. Et donc avec, une démultiplication des points de contact, et deuxièmement, une difficulté pour nous d'arriver à évaluer l'impact de chaque point de contact et de chaque point d'information et de message. Et c'est là où toutes les nouvelles technologies digitales, en termes de marketing digital, permettent justement d'avoir une vision de plus en plus fine en termes de performance de notre stratégie de communication au sens large du terme. Puis l'autre point important et marquant du digital, c'est que au-delà de ces sujets amont d'audience, on va dire, le digital en fait suit le prospect, puis le client fidèle pendant tout le parcours client. Et donc c'est vraiment cette notion, donc certains graphes connus que vous devez connaître, où on est passé d'un parcours client plutôt entonnoir à un parcours client de plus en plus en encéphalogramme, où le client navigue, avec toutes les opportunités et les menaces que ça comporte. Opportunités en termes de nouveaux types de filiation, opportunités en termes de type de communication, puisqu'on passe d'une stratégie de communication très top-down et très one-shot à une stratégie de communication, on est beaucoup plus dans l'engagement, comme disent les anglo-saxons, dans la conversation, dans le quotidien, mais ce qui du coup remet pas mal de choses en cause en termes d'organisation, en termes de contenu. Et puis menace aussi, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est aussi beaucoup plus compliqué d'arriver à garder au chaud le client. Et que quand je dis ça, c'est à la fois pour la marque Renault, pour le constructeur, mais aussi pour nos partenaires, pour le réseau. Donc c'est vraiment un travail en commun entre le constructeur et ses partenaires. D'où le lien assez étroit entre le B2C et le B2B. Sur la partie interne, les sujets, les problématiques sont un petit peu différentes. Là, on est vraiment sur des notions de communication interne, de travail collaboratif, de transparence, donc par rapport à une communication interne, notamment dans les grands groupes classiques assez verticales, toutes les opportunités que ça recouvre en termes de transversalisation de la communication. Si on parle d'organisation maintenant, Renault a été historiquement assez précurseur. Alors si ça en remontait à la naissance de Renault, mais en se focalisant sur le digital, il y a eu déjà une première innovation il y a plus d'une dizaine d'années, en 2000, où déjà à l'époque Renault avait mis en place une entité en charge déjà à l'époque de l'e-commerce, et où cette entité avait déjà travaillé sur les premiers sites et les premières plateformes Internet. Après, surtout la deuxième innovation, ça a été il y a un peu plus de 2 ans la création de la Digital Factory, où là, au-delà même d'ailleurs du secteur automobile, Renault a été une des premières grandes marques à créer ce genre d'entité. Entité qui regroupe donc toutes les expertises autour du digital, au service de l'intégralité de l'entreprise.
Et puis plus récemment, et là c'est tout frais puisque ça date du 1er juillet, donc la réorganisation de la direction commerciale et marketing, avec notamment la création de la direction client, regroupant justement toutes les expertises, tous les actifs focalisés autour du client, donc la Digital Factory, le CRM, les call centers, le réseau, les bases de données, et en créant en plus de nouveaux métiers, avec des gens maintenant focalisés sur le parcours client. Une des particularités, qui est plutôt une best practice au niveau de la création à l'époque de la Digital Factory, a été de faire entre guillemets un spin-off de l'AIS en intégrant au sein de la Digital Factory la partie AIS digitale, si je puis dire. Et je dis best practice parce qu'en discutant avec certains de mes collègues dans d'autres entreprises, on sait que sur le digital, très souvent, le sujet de l'IT est un problème parce que un des éléments apportés par le digital est la vitesse. C'est ça aujourd'hui qui perturbe et secoue beaucoup l'organisation, c'est que le digital va très vite et il va de plus en plus vite. Or, l'IT, historiquement, et pour plein de raisons, a son propre rythme, son propre cycle, ses propres cycles de release et autres. Et donc très souvent dans les entreprises, vous avez un clash déjà entre les gens du digital et les gens de l'IT, ne serait-ce que pour des questions de timing et de calendrier. Donc le fait d'intégrer dans cette Digital Factory des gens venant de l'IT, donc qui connaissent l'IT, qui ont l'expertise IT, mais qui sont focalisés sur le digital et dans je dirais le bain culturel digital, ça permet à la fois d'être beaucoup plus réactif, tout en maintenant, et c'est important, parce que quand on dit spin-off, parfois ça peut dire aussi rupture, tout en gardant le pont, le lien avec le reste de l'IT. Comment arriver à juguler cette contrainte entre la vitesse du digital et puis la vitesse d'un grand groupe multinational et d'un réseau qui lui-même, au sein même du réseau, a des éléments plus ou moins moteurs et autres. Donc c'est sûr qu'on est quasiment au quotidien dans du compromis. Entre faire en sorte que l'entreprise ne perde pas de terrain en termes de vitesse par rapport aux dernières évolutions, et en même temps ne pas créer une rupture avec le reste de l'entreprise ou le reste du réseau. Donc là-dessus, il n'y a pas de règle d'or, hein, c'est du fine-tuning quotidien et du compromis quotidien. Deuxième point très compliqué mais extrêmement important, c'est toute la notion autour de la formation, voire avant ça, autour de la pédagogie. Et donc, au-delà, même si on s'appelle Digital Factory, au-delà des sujets presque industriels qu'on a en termes de production, de sites, de fonctionnalités, de campagnes, etc., d'outils, on a une deuxième casquette qui est une casquette de conduite du changement. Comment on arrive par la pédagogie, par la formation, etc., à accompagner un maximum de monde, à la fois nos collègues en interne, nos filiales en pays, le réseau, ou certains autres partenaires externes clés pour le business, dans cette compréhension de ce qu'est le digital, des enjeux du digital, et en quoi, sans devenir eux-mêmes des experts digital, qu'est-ce qu'ils doivent changer dans leur mode de fonctionnement ou dans leurs expertises pour avancer et faire en sorte qu'ensemble, l'entreprise garde ce leadership d'un point de vue digital. Là aussi, sur la voiture connectée, Renault a été assez en avance, puisqu'on a, il y a quelques mois maintenant, lancé donc notre offre Renault Airlink, donc notre offre de voiture connectée. Donc Renault Airlink, en deux mots, c'est quoi? C'est une tablette incorporée dans la voiture et connectée, avec une offre de service. Non seulement une offre de service, je dirais, liée aux fonctionnalités mêmes de la voiture, mais aussi en parallèle, ce qu'on appelle un App Store, donc à la mode Apple, où on offre, et de façon crescendo, un certain nombre de services
connexes en termes d'information, en termes d'entertainment, etc. Donc on a lancé ça à l'occasion du lancement de la nouvelle Clio. Donc ça a été officialisé au Salon de Paris en septembre dernier. Et puis petit à petit, ça va accompagner l'ensemble de nos différents lancements produits pour, in fine, être une offre qui sera dans l'intégralité de notre offre produit. Qu'est-ce que ça apporte pour le client? C'est plusieurs choses. C'est une offre de service vraiment personnalisée, puisque un des atouts de la voiture connectée, c'est de pouvoir faire le lien entre la connaissance du client, donc du conducteur, la connaissance de la voiture, la connaissance des informations externes et la géolocalisation. Ce qui lui permet, soit sur des services purement liés à les voitures, soit sur des services autres de l'App Store, de lui pousser vraiment des services pertinents par rapport à une offre de service classique. Pour moi qui, il y a quelques années, ai travaillé dans les télécoms, l'automobile est en train de vivre aujourd'hui ce que le monde des télécoms a connu il y a 10-15 ans. Et on va passer par toutes les phases qu'a connues l'industrie des télécoms, où on va tester, avancer sur certaines choses, et où globalement aussi ça va mettre aussi du temps à se développer, à la fois en termes, je dirais, d'architecture industrielle d'un côté, en termes de modèle économique, où aujourd'hui les différents acteurs se cherchent encore un peu, et aussi en termes d'apprentissage du marché. Donc, c'est vrai que dans des entreprises comme le secteur automobile, une culture très industrielle, très ingénieure, où on est un peu dans le culte du zéro défaut et du tout ou rien, là on est vraiment dans du digital pur et dur, dans du test and learn. Et c'est sûr qu'aujourd'hui il y a encore des imperfections, c'est sûr qu'aujourd'hui il y a encore des clients qui sont dubitatifs, mais voilà, il faut apprendre, donner du temps au temps. Mais il est évident, et je pense qu'aujourd'hui, aucun acteur, analyste ou autre ne conteste le fait que la voiture connectée va totalement transformer l'usage de l'automobile. Il y a 3-4 ans, on se disait, bon, ce serait bien quand même d'être présent sur les smartphones. Il y a 2 ans, on se disait, ça pourrait être intéressant d'être présent sur les tablettes. Maintenant, on est en train de se dire, est-ce que demain, la voie unique, c'est pas uniquement les apps, quoi. Donc vous voyez qu'en l'espace de 4 ou 5 ans, c'est quand même une véritable révolution. On a, nous, c'est aussi l'avantage d'avoir une vision globale du marché. On a dans nos collègues dans certains pays qui nous disent, on est presque, notamment dans certains pays en développement, en Asie ou autres, qui disent qu'il faut presque bypasser la phase PC pour aller directement sur des sujets purement mobiles. Idem sur le social. Il y a 2-3 ans, bon, ça peut être sympa d'être sur Facebook. Aujourd'hui, on voit que avec le social CRM ou des choses comme ça, ça devient clé au niveau du business. D'un point de vue, on va dire, marketing, on a une double difficulté au niveau global, au niveau du central, c'est qu'on doit à la fois adresser ces nouvelles cibles qui ont en effet des comportements d'information et d'achat parfois assez radicalement différentes des générations plus âgées. Et en plus, on doit gérer la dualité de nos marchés entre, pour caricaturer, le marché européen d'un côté et les marchés conquêtes de l'autre, où les besoins, l'image de Renault, l'historique, etc., sont dans certains cas radicalement différents. Donc c'est ce qui fait un peu la complexité, mais aussi la richesse du marketing global et de la stratégie globale de commercialisation d'un groupe comme Renault. Donc il est évident, et c'est aussi un des enjeux sur le digital, en parlant de stratégie d'avenir, de stratégie long terme, qu'on a un enjeu très fort d'augmenter nos parts de marché sur les générations, enfin les catégories moins de 35 ans. Où en plus, historiquement, on commençait à perdre un petit peu du terrain. L'IG10, c'est un club que j'ai monté il y a 1 an et demi avec mon alter ego de L'Oréal. On s'est dit que ça serait intéressant de mettre autour de la table nos homologues d'autres groupes du CAC 40 pour voir si on partage un certain nombre de problématiques
Et donc on a, alors l'IG10 s'est transformé en IG13, puisqu'on a donc 13 entreprises, la plupart du CAC 40. On a une par secteur, pour éviter les problèmes de confidentialité, ce qui permet d'avoir des échanges très ouverts. Des entreprises comme AXA, BNP, L'Oréal, Page Jaune, SNCF, Vivendi & Co. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir que même pour les entreprises qui sont vraiment les plus éloignées possibles, on partage beaucoup de sujets communs. En premier lieu, je dirais le sujet de la conduite du changement, qui notamment là, ça c'est une problématique notamment de grandes entreprises, qui est une problématique fondamentale. Et là, que vous soyez dans la pneumatique, le luxe, la distribution ou l'entertainment, c'est une problématique fondamentale. Donc comment j'arrive à accompagner et à embarquer mon top management, et comment j'arrive à aider le top management à embarquer l'ensemble de l'entreprise. Donc tous les sujets derrière, de pédagogie, de formation, de conduite du changement et autres. Donc ça c'est, je dirais, le premier sujet qui est vraiment totalement là pour le coup transversal. Et puis après on voit qu'on a un certain nombre de sujets, de questionnements en commun sur le multicanal, le parcours client, comment adapter l'organisation et la stratégie par rapport à l'évolution des transformations du parcours client. Big Data, tout le monde en parle, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est typiquement le prochain sujet qu'on va aborder la semaine prochaine d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait sur le social? Est-ce qu'il faut vraiment aller investir sur Facebook? Comment des partenariats avec des grands acteurs pure players, des Google, Microsoft et autres. Des réflexions sur tout ce qui tourne autour du 360. Donc comment arriver en termes de stratégie marketing à avoir pour le client une vision à la fois contenu et média totalement synchrone entre les activités digitales et les activités offline. Alors ça ne concerne pas forcément tout le monde, puisque tout le monde n'a pas forcément la même stratégie de distribution, mais pour des gens qui ont une forte distribution indirecte, comment on embarque nos partenaires distributeurs avec nous. Typiquement, c'est un sujet qu'on a avec des entreprises comme AXA, par exemple. Et puis, en effet, toute la partie interne sur le B2B.